fin 2024, le Togo affiche un taux d'exécution physique des réformes ministérielles et institutionnelles de 73,8%, en légère hausse par rapport aux 73,6% enregistrés en 2023. Le taux d'exécution financière atteint pour sa part 65,5% contre 61,9% l'année précédente, selon les résultats de la revue nationale organisée par le ministère de l'Économie et des Finances. Ces réformes, inscrites dans la feuille de route gouvernementale Togo 2020-2025, couvrent plusieurs secteurs clés comme les finances publiques, le développement du secteur privé, l'agriculture, la santé, l'éducation, le numérique, la décentralisation et l'action sociale. La revue annuelle a permis de faire le point sur l'état d'avancement des plans de travail et budget, tout en identifiant les freins persistants à leur mise en œuvre, ainsi que des pistes d'amélioration. Si les progrès sont bien réels, ils demeurent modestes, soulignant la difficulté à accélérer les transformations structurelles dans un contexte de contraintes budgétaires. La dépendance au financement extérieur, notamment dans le cadre du programme en cours avec le FMI, oriente souvent les priorités vers la consolidation budgétaire et l'attractivité des investissements, au détriment parfois des réformes à fort impact social. Le principal défi reste de concilier les exigences des partenaires techniques et financiers avec les réalités locales afin que les réformes puissent produire des effets concrets et durables pour la population. Au Togo, les dépenses de l'État sont structurellement supérieures à ses recettes. Pour combler ce besoin de financement, l'État lève des fonds auprès des marchés financiers. Pour rembourser ces fonds, le pays emprunte chez les institutions multilatérales. À la fin de l'année 2024, il ressort que la Banque mondiale, le FMI et la BOAD sont les principaux créanciers multilatéraux du Togo. Les institutions multilatérales concentrent à elles seules 63% de l'encours extérieur. En effet, si la dette multilatérale s'élève à 1227 milliards de francs CFA, celle cumulée auprès du FMI, de la Banque mondiale et de la BOAD représente 483 milliards de francs CFA, soit près de 43% du total. Dans le classement, le FMI est en tête avec 251 milliards de francs CFA. Par ailleurs, 3 catégories de créanciers se démarquent pour le Togo: les multilatéraux, les bilatéraux et les prêteurs commerciaux. Si la Banque mondiale, le FMI et la BOAD sont classés dans la catégorie des multilatéraux, la Banque islamique, la BAD, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, entre autres, qui font partie de cette même catégorie, affichent des encours plus modestes. Une femme meurt toutes les 4 minutes des complications liées à la grossesse ou à l'accouchement, tandis qu'un nouveau-né est perdu toutes les 17 secondes. C'est le bilan dressé par l'Organisation des Nations Unies pour la population UNFPA lors de la commémoration de la Journée internationale des sages-femmes. Ce bilan concerne seulement l'Afrique occidentale et centrale, où les taux de mortalité maternelle demeurent les plus élevés au monde. Pour remédier à la situation, l'UNFPA a déjà intégré la promotion de la profession de la sage-femme comme priorité stratégique dans son plan régional 2025-2029 pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle. Ces dernières années, les financements des partenaires ont considérablement baissé, rendant un peu plus ardue la promotion de la profession de la sage-femme. Au Togo, le programme Wezu a été un début de solution pour les mortalités maternelles et néonatales. Cependant, le programme est confronté au défi des infrastructures et du personnel. Résultat, le taux de mortalité maternelle reste encore élevé. 401 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Le ratio sage-femme en âge de reproduction est d'une sage-femme pour 14 000, soit le quadruple de ce que recommandent les objectifs de développement durable. L'UNFPA appelle les gouvernements de l'Afrique de l'Ouest et du Centre à investir dans la sage-femme dont l'engagement transforme le danger en espoir et l'accouchement en promesse de vie.
Dans la région des savanes au nord du Togo, la situation sécuritaire a entraîné des déplacements de population. Les déplacés quittent les zones rurales proches de la frontière avec le Burkina Faso pour rejoindre des agglomérations, laissant derrière eux leurs sources de revenus. Face aux vulnérabilités auxquelles elles sont confrontées, l'État togolais met les moyens pour leur offrir un cadre de vie digne et stable. Ainsi, de nouveaux logements sont offerts aux déplacés internes installés dans les préfectures de Kpengal Ouest et Saint-Cassé. Il s'agit de 24 bâtiments de 3 pièces chacun construits à cet effet. Le projet est financé à hauteur de 50 millions de francs CFA pour le bonheur de 7200 familles. Par ailleurs, plusieurs opérations d'assistance aux personnes déplacées de la région sont également à signaler. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre du programme d'urgence pour la région des Savanes, PURS. Une femme meurt toutes les 4 minutes des complications liées à la grossesse ou à l'accouchement, tandis qu'un nouveau-né est perdu toutes les 17 secondes. C'est le bilan dressé par l'Organisation des Nations Unies pour la population UNFPA lors de la commémoration de la Journée internationale des sages-femmes. Ce bilan concerne seulement l'Afrique occidentale et centrale, où les taux de mortalité maternelle demeurent les plus élevés au monde. Pour remédier à la situation, l'UNFPA a déjà intégré la promotion de la profession de la sage-femme comme priorité stratégique dans son plan régional 2025-2029 pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle. Ces dernières années, les financements des partenaires ont considérablement baissé, rendant un peu plus ardue la promotion de la profession de la sage-femme. Au Togo, le programme Wezu a été un début de solution pour les mortalités maternelles et néonatales. Cependant, le programme est confronté au défi des infrastructures et du personnel. Résultat, le taux de mortalité maternelle reste encore élevé. 401 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Le ratio sage-femme en âge de reproduction est d'une sage-femme pour 14 000, soit le quadruple de ce que recommandent les objectifs de développement durable. L'UNFPA appelle les gouvernements de l'Afrique de l'Ouest et du Centre à investir dans la sage-femme dont l'engagement transforme le danger en espoir et l'accouchement en promesse de vie. À Rome, le pape Léon XIV a prononcé sa toute première bénédiction dominicale depuis son élection. Devant une foule rassemblée place Saint-Pierre, le nouveau souverain pontife a lancé un appel direct aux grandes puissances mondiales pour la paix en Ukraine et un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Frères et sœurs, l'immense tragédie de la Seconde Guerre mondiale s'est achevée il y a 80 ans, le 8 mai, après avoir fait 60 millions de victimes. Dans le scénario dramatique actuel d'une troisième guerre mondiale, comme le pape François l'a déclaré à plusieurs reprises, je m'adresse moi-même aux grandes puissances du monde en répétant l'appel « Plus jamais de guerre ». Ripetendo l'appello sempre attuale. Mai più la guerra. La place Saint-Pierre a vibré au son des cloches de la basilique et des fanfares venus pour les célébrations jubilaires. Selon les autorités italiennes, près de 100 000 personnes étaient présentes pour assister à cette première bénédiction dominicale du nouveau pape. En Russie, Vladimir Poutine a surpris en proposant des négociations directes avec l'Ukraine sans conditions préalables dès ce 15 mai à Istanbul. Dans les rues de Moscou, les réactions sont partagées entre scepticisme et résignation. Les négociations étaient nécessaires dès le début, mais il me semble que la partie ukrainienne n'acceptera pas. Ils sont trop hostiles comme l'ensemble de l'Occident. À Kiev, Volodymyr Zelensky se dit ouvert aux discussions mais pose comme condition un cessez-le-feu total et immédiat, une position que certains critiquent.
Les deux parties ne trouveront pas de compromis. Ce conflit va continuer jusqu'à ce que Zelensky décide d'y mettre fin. Nous espérons une issue positive. Nous avons fait un premier pas. Une fois de plus, espérons que cela mènera à quelque chose de bon. Le président américain Donald Trump a salué un joug potentiellement grand pour la paix, tandis que les Européens accentuent la pression sur Moscou pour un cessez-le-feu. La Turquie, hôte proposée des négociations, s'est dit prête. Des tirs illuminent le ciel de Nagrota, dans le Cachemire indien, quelques heures à peine après l'annonce d'un cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan. Plusieurs dizaines d'explosions sont signalées. New Delhi accuse Islamabad d'avoir violé la trêve, acceptée par les deux pays samedi, après 4 jours de confrontation militaire. Il y a eu ces dernières heures des violations répétées de l'accord conclu plus tôt. Les forces armées apportent une réponse adéquate et appropriée à ces violations. Des accusations rejetées par le Pakistan qui accuse en retour l'Inde d'être l'auteur de ces violations. Ce samedi matin, un calme précaire est revenu dans les rues de Srinagar, situé dans la partie du Cachemire sous administration indienne. Après des combats meurtriers quotidiens avec le voisin pakistanais depuis mercredi, le cessez-le-feu annoncé samedi après-midi à la surprise générale par le président américain suscite l'espoir de la population civile. Je tiens à féliciter les deux pays pour la décision de cesser le feu. Ils ont fait preuve de bon sens et sont parvenus à cette conclusion. La guerre n'est la réponse à rien. Elle entraîne des pertes éducatives et économiques. Idem côté pakistanais, où des célébrations ont eu lieu dans les rues de la capitale, Islamabad. Nous nous inclinons pour dire qu'Allah Tout-Puissant nous a donné le succès et la paix. La paix est victorieuse et la guerre a été vaincue. Bien que fragile, l'accord de cessez-le-feu entre les deux pays voisins a été salué par plusieurs chancelleries occidentales. L'Inde et le Pakistan, nés d'une douloureuse partition en 1947 au départ de la puissance coloniale britannique, sont tous deux dotés de l'arme nucléaire. À Tirana, les bureaux de vote ont ouvert à 7 h du matin, heure locale, et déjà les premiers électeurs. Je suis venu exprimer mon souhait et je pense que c'est aussi celui du peuple. De faire de l'Albanie un pays encore meilleur et plus beau, afin que nos fils, nos filles et nos petits-enfants ne partent plus vers d'autres pays et qu'ils restent ici pour construire l'Albanie. Mon vote est pour un changement, non pas du système, mais du climat politique en Albanie. Les Albanais doivent départager le Premier ministre socialiste Edi Rama, que l'on voit ici voter, et qui vise son 4e mandat consécutif à la tête du gouvernement, face à une opposition aussi large que déterminée à le faire chuter et emmenée par la figure de la droite albanaise, l'ancien président Sali Berisha. Ces législatives sont cruciales, aux allures de test pour l'avenir européen de l'Albanie. C'est d'ailleurs l'une des promesses du Premier ministre qu'il a encore rappelé lors de son dernier meeting vendredi. La tâche la plus importante de l'Albanie est de conclure les négociations d'adhésion à l'UE d'ici 2027. Tout le reste, ce que j'ai dit et ce que je n'ai pas dit, sont des devoirs, alors que l'adhésion de l'Albanie à l'UE au cours de cette décennie est notre mission nationale. Plus de 2000 observateurs étrangers et albanais sont déployés pour ces législatives. Selon la commission électorale, les premiers résultats seront publiés sous 48 heures. Couture minutieuse, perles traditionnelles, silhouettes audacieuses. À Santa Fe, la mode autochtone se déploie avec éclat pour 3 jours de défilé. Sous les projecteurs, plus de 20 créateurs venus des États-Unis et du Canada.
Leur fil rouge, raconter leur culture, leur héritage, mais aussi leur vision d'aujourd'hui. Chaque collection que je crée commence par l'art original. Je dessine à la main ma collection. Vous avez vu des perles faites à la main que j'ai transformées en imprimés et en motifs. Puis je les transforme en différents dessins, différentes couleurs, et je joue avec différents concepts. Et c'est pourquoi je suis si fière de voir mon travail sur les podiums. C'est parce qu'il s'agit d'heures et d'heures de travail pour créer ces imprimés, ces motifs, pour créer l'art original et ensuite pour le voir débuter sur un podium avec un groupe diversifié et étonnant d'artistes indigènes, de mannequins, d'artistes, de poètes, de musiciens. C'est un moment de fierté pour moi et je suis si heureuse d'être ici à Santa Fe. Les matières vont de la laine aux peaux naturelles avec broderie florale, rubans, motifs sacrés, mais aussi des touches modernes. Pour moi, la mode autochtone, c'est raconter des histoires. Elles ont des noms parce que je passe beaucoup de temps à les travailler et que j'ai les connaissances que j'ai acquises grâce à mon travail sur les perles qui viennent de ma famille. Mon père m'a appris à perler quand j'étais enfant, puis j'ai repris cette technique à l'âge adulte et je l'ai utilisée pour créer toutes mes pièces. Nous avons tous des choses que nous voulons créer et c'est l'une des façons de raconter nos histoires et de les mettre en valeur, de leur donner vie, comme des chapeaux, la mode, les bijoux. Ils ont tous des histoires et des enseignements. À Santa Fe, la mode est partout, sur les podiums, dans les galeries, les librairies et même à la résidence du gouverneur qui a accueilli les créateurs pour un gala officiel. Des podiums aux rues de Santa Fe, la mode autochtone se fait manifeste artistique, identitaire et politique.